Et je crois qu'il a montré effectivement qu'il était urgent de s'intéresser au long terme. Merci Jean, bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus. Avant de développer mon propos, je voulais remercier les organisateurs de ce festival qui ont eu le courage de monter ce numéro hors série dans des conditions difficiles. Et je voulais aussi remercier Catherine et Guy Petrus-Lignac qui m'ont hébergé dans des conditions miraculeuses au-dessus d'une cave contenant des milliers de bouteilles incroyables. Enfin, et ça a été un séjour merveilleux. Beaucoup de gens que j'ai croisés m'ont demandé si j'étais pessimiste ou optimiste, je cherchais le mot. Et je dois vous annoncer que je ne répondrai pas à cette question parce que je considère que dans les deux cas, il s'agit de postures qui justifient l'inaction. Quand on est pessimiste, on pense que c'est fichu, il n'y a rien à faire. Et quand on est optimiste, on pense que ça va s'arranger. Et en plus, s'agissant de l'optimisme, je me souviens de la définition qu'en donnait Jean d'Ormesson, qui disait « Un optimiste, c'est un gars qui fait ses mots croisés avec un stylo bille ». Et évidemment, on va essayer d'échapper à cette fatalité et faire preuve d'un peu plus d'intelligence. Alors on parle de catastrophe, ça a été l'objet d'une discussion tout à l'heure. En fait, le mot catastrophe, il a une origine purement grecque. Et c'est un mot qui a été introduit dans la langue française en 1564 précisément par Rabelais. Et le sens qu'avait ce mot à l'époque, c'était celui de renversement ou de retournement d'une situation. Et donc, ce n'était pas du tout le sens qu'on donne aujourd'hui au mot catastrophe, qui a pris ce nouveau sens à la Renaissance pour désigner ce qu'on appelle aujourd'hui la destruction, la calamité, le désastre, le cataclysme, etc. Et ce qui nous arrive avec le petit coronavirus, c'est au moins une catastrophe au premier sens du terme, c'est-à-dire un renversement, un retournement. Et nous devons faire en sorte que ce ne soit pas une catastrophe au second sens du terme. Mais voilà quand même un petit être, je parle du virus, qui fait 10 nanomètres de diamètre, qui a été capable, en se propageant, de briser le cours ordinaire des choses à l'échelle de la planète. D'un seul coup, le monde s'est violemment mis à l'écart de ce qu'il avait pris l'habitude d'être. Alors beaucoup de gens ont cité Marcel Mauss avec son expression « fait social total ». Là, c'était quasiment un fait mondial total, puisque l'humanité a été, de façon presque égale, en tout cas à des moments différents peut-être, mais de façon presque égale, concernée par le confinement ou par des mesures restrictives que vous connaissez bien. Et ce qui m'a personnellement frappé, notamment pendant le confinement, c'est qu'après un premier temps de sidération, d'hébétude collective, beaucoup de gens se sont mis à penser d'une façon à la fois inhabituelle et paradoxale. Il y avait une sorte d'urgence longue dans laquelle nous avions été brutalement projetés, qui nous a invités à réfléchir en prenant le temps, une fois n'est pas coutume, de regarder loin devant nous. Un de mes amis qui est philologue, et philosophe et sinologue également, qui est François Julien, m'a appris qu'en chinois, le mot crise se traduit par weiji, donc deux mots, qui lui-même peut se retraduire par danger, opportunité. Et je pense qu'en définitive, c'est peut-être la meilleure façon de nommer ce qui nous arrive. Nous devons en effet gérer des risques inédits de différentes natures, ce qui nous amène à nous réorganiser sur de multiples plans, mais ce faisant, nous faisons advenir des opportunités qui sont autant d'invitations de modifier nos façons de réfléchir et d'agir. Et ces opportunités, si nous savons les saisir, pourraient laisser des traces et faire en sorte que ce que nous appelons le monde de demain soit éventuellement différent du monde d'hier. Alors cette épidémie, je vais commencer par l'évoquer à partir d'une expérience que nous avons tous vécue, celle du confinement, qui a été une expérience quand même assez forte. Nous avons été en fait doublement assignés à résidence dans le temps, mais on est toujours assigné à résidence dans le temps. Personne ne peut choisir librement la position qu'il occupe dans le temps. Donc l'assignation
à résidence dans le temps, elle est constante, mais là, nous en avons pris peut-être un peu plus conscience. Mais surtout, nous avons été assignés à résidence dans l'espace, dans nos logements, de sorte que l'hypervolume que nous occupions dans l'espace-temps s'est trouvé drastiquement ratatiné. Alors, si un nouveau confinement advient, je vous donne ce petit conseil. C'est une sorte de tactique pour mieux le supporter, qui vient de la théorie de la relativité. La théorie de la relativité d'Einstein vous dit que même lorsque vous êtes immobile dans l'espace, vous allez à la vitesse de la lumière dans l'espace-temps. Donc quand vous faites la queue à la boulangerie, avec votre masque, en gardant les distances de sécurité, il faut vous imaginer en train de filer à 300 000 km par seconde dans l'espace-temps, et ça donne à cette expérience qui peut être pénible une forme de griserie existentielle qu'on finit par regretter quand le confinement a cessé. Il y a aussi que cette interruption brutale de nos routines a modifié notre perception du monde et de son rythme d'évolution. En temps ordinaire, nous nous sentons constamment décalés par rapport à je ne sais quelle dynamique vraie qu'aurait en propre la réalité. Nous avons toujours l'impression de manquer quelque chose de la course que le monde fait avec lui-même, de stagner dans un retard à la fois impossible à combler et culpabilisateur. Mais pendant cette pause qu'a été le confinement, nous redevenions en quelque sorte synchrones avec le monde. Tout le monde allait à la même vitesse, l'histoire s'était apparemment mise en hibernation, et le sentiment de ne plus être en retard a gagné en puissance et a donné à certains d'entre nous un certain confort psychique qu'ils n'ont pas en temps ordinaire. Dans un livre qu'il faut lire par les temps qui courent, si j'ose dire, qui est le livre d'Antonin Artaud, qui s'appelle « Le théâtre et son double », il faisait remarquer, cet auteur que j'aime beaucoup, qu'une épidémie, il parle de la peste, mais ça vaut pour celle qui a cours aujourd'hui, a ceci de commun avec le théâtre, qu'elle pousse les humains à se voir tels qu'ils sont. Je le cite, « L'épidémie fait tomber le masque », ce qui n'est pas clair quand je vous regarde, elle découvre le mensonge, la veulerie, la bassesse, la tartufferie. Fin de citation. Et c'est vrai que ce petit virus, il a quelque chose d'authentiquement métaphysique. Il agit sur nos vies comme un produit décapant. C'est même une sorte de chalumeau puissant qui pulvérise la plupart de nos travestissements. Nous sommes mis à nu, individuellement et collectivement, de sorte que nous ne pouvons plus nous rater, entre guillemets. Et en plus, le confinement nous a offert la possibilité de rebattre les cartes en termes de dynamique existentielle et de chambouler la hiérarchie des tempos individuels. Par exemple, il y a une étude qui est en cours au niveau de l'Europe, à laquelle le CEA où je travaille participe, qui essaie d'analyser ce qu'a été le rapport au temps des personnes pendant le confinement, afin de déterminer, par exemple, si ceux qui, en temps ordinaire, ont les vies les plus trépidantes, sont ceux qui ont le mieux ou le moins bien vécu l'expérience du confinement. Est-ce qu'ils l'ont vécu comme une sorte de soulagement qui leur donnait l'occasion de creuser un peu à l'intérieur d'eux-mêmes, de pratiquer ce que j'appellerais un alpinisme de l'âme, ou bien est-ce qu'au contraire, ils sont tombés dans des sortes de dépression parce que dans la vie courante, l'hyperactivité agit sur eux comme un produit addictif dont ils ont du mal à se passer. Et ça permettra, quand cette étude aura permis de conclure, de savoir ce qui détermine les cadences de nos vies en temps normal. Est-ce que c'est simplement une affaire de tempérament qui nous pousse à aller plus ou moins vite, à faire plus ou moins de choses, ou est-ce que c'est une affaire simplement de circonstances, d'obligations, qui nous pousserait à épouser en permanence, malgré nous, de faux rythmes qui nous seraient imposés notamment par la technologie, par les téléphones ou par le travail, que sais-je encore. Quoi qu'il en soit, il est possible que cette épidémie coupe l'histoire en deux, pour reprendre une formule de Nietzsche. D'ailleurs, ça a été rappelé tout à l'heure, le président de la République nous a dit, quand il a annoncé pour la première fois le confinement, que le jour d'après ne saurait ressembler au monde d'hier. Mais ce n'est pas si évident. Il y a les